Sophie dans ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi et pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Je suis Sophie, docteure en psychologie, experte en santé mentale et émotionnelle. Bienvenue à toi dans Ticket to Happiness. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre ici, sur les différentes plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube. Donc merci à vous pour votre écoute et n'hésitez pas pour me soutenir si ce podcast vous fait du bien, si les épisodes vous apportent au quotidien, à mettre un petit pouce levé, un cœur ou même un commentaire, ou à noter le podcast, ou même à mettre un commentaire si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou sur YouTube, ça me donne un peu de force en retour. Tu peux aussi le partager autour de toi, ça sera très sympa. Aujourd'hui, je voudrais t'emmener dans une zone que tu connais normalement assez bien puisque tu la fréquentes au quotidien. C'est ce qu'on appelle en psychologie ta zone de confort. J'ai décidé de te parler en tant que psychologue de la zone de confort car c'est un concept central pour notre santé mentale, pour la confiance en soi, pour notre sentiment de bien-être psychologique, d'équilibre émotionnel, mais aussi notre capacité à installer durablement le changement. Même si on entend très souvent parler de cette zone de confort, en réalité, cette fameuse zone psychologique, c'est un concept qui est assez méconnu ou alors maladroitement compris. Et puis, vu qu'on nous dit aussi constamment qu'il est important de sortir de sa zone de confort, en réalité, on ne prend même pas le temps de s'y arrêter pour comprendre réellement à quoi ça correspond, pour pouvoir dépasser juste l'idée qu'on s'en fait. Et puis, je voudrais aussi t'expliquer dans cet épisode comment il est possible de trouver plus de bonheur et d'évoluer à l'intérieur même de sa zone de confort. Car oui, c'est possible. Il faut juste apprendre à rendre vraiment confortable cette zone de confort. Car en réalité, même si on l'appelle zone de confort, elle n'est pas toujours synonyme de confort. Pour démarrer, je voudrais te faire un petit récapitulatif historique. On est en 2022 et c'est en vogue depuis plus de 30 ans. On nous le répète, il faut sortir de sa zone de confort pour avoir une vie réussie, accéder au bonheur. Et tu trouveras d'ailleurs de nombreux conseils ou programmes pour savoir comment et pourquoi en sortir. Cette idée de sortir de sa zone de confort, c'est devenu une forme d'injonction sociale. On l'a intégrée dans notre cerveau a intégré que pour être heureux, c'était important de sortir de sa zone de confort. Que les gens qui avaient une vie réussie, qui étaient courageux, qui s'étaient dépassés, qui avaient performé, c'est qu'ils étaient tous sortis de leur zone de confort. Donc on voit cette zone de confort en fait comme un truc qui prend de la place à l'intérieur de nous. Parce qu'on se dit, si j'en sors pas, peut-être que j'accéderai pas à ce que les autres ont. La zone de confort et le fait qu'on ait entendu psychologiquement, intellectuellement que c'était important de se faire violence par exemple, parce que ça c'est aussi une phrase qui revient beaucoup. En fait, quand on entend tout ça, notre cerveau se dit que c'est un petit peu la voie royale et que pour être heureux dans sa vie, pour réussir en tout cas, peut-être pas être heureux tout le temps, mais en tout cas réussir parce que c'est pas pareil, c'était important de sortir de sa zone de confort. Donc on se met la rate au courbouillon tout le temps et on se fait violence constamment. On est dans un rapport de performance avec ce qu'on fait, avec qui on est, avec ce qu'on doit faire, avec ce qu'on doit construire autour de nous. La performance, c'est un truc qui est bien vu et encouragé socialement. C'est une construction qu'on s'est fait mentalement d'une façon de réussir pour être heureux, pour paraître heureux. Et du coup, la performance, c'est quelque chose qui nous habite énormément. Dans la course à la performance, sortir de sa zone de confort, dans notre tête, vraiment, c'est quelque chose qui prend de la place. On va souvent d'ailleurs se culpabiliser ou s'en vouloir si on n'a pas démarré le sport, si on n'a pas été lire ce fameux livre qu'on a acheté parce qu'en fait on était juste bien à rien faire et dans le canapé. En fait, il y a plein d'activités qui nous demandent de sortir de notre zone de confort. Et ce n'est pas grave en soi. La zone de confort, on a le droit d'y rester si vraiment à l'intérieur elle est confortable. Tu vas voir que dans la suite de l'épisode, je vais m'expliquer. Dans un premier temps, je voudrais d'abord reprendre avec toi ce qu'est concrètement la zone de confort pour qu'on sache de quoi on parle, notamment en psychologie. Et puis dans un deuxième temps, je vais voir avec toi vraiment ce qu'on met dans cette zone de confort. Parce que avant de pouvoir en sortir de cette zone de confort, il faut déjà la rendre réellement confortable et la sécuriser. En psychologie, ce fameux concept de zone de confort renvoie à cet état mental, psychologique, dans lequel on se sent à l'aise et en sécurité. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qu'on connaît et qu'on sait gérer. La zone de confort, elle va rassembler toutes tes habitudes du quotidien, tes croyances, tes connaissances, tes savoirs, tes savoir-faire, tes savoir-être.
tout ce que tu connais, la façon de te comporter. Cette zone de confort, tu la construis dès l'enfance et tu continues de la faire grandir au cours de la socialisation secondaire. Donc c'est une fois qu'on sort un peu de cette zone parentale où on envisage d'intégrer dans notre socialisation des interactions extérieures avec des amis, avec l'école, avec l'environnement, avec la société en fait dans laquelle on se trouve. Et cette zone de confort, tu la construis sur ce système-là, un système parental, un système éducatif, un système social. Cette zone de confort, elle a été conceptualisée et théorisée dans les années 1900 par deux psychologues, Yekers et Donson. À la base, ces deux psychologues, ils expliquaient que jusqu'à un certain niveau, le stress et l'anxiété pouvaient être bénéfiques et nous permettaient d'atteindre certaines performances. C'est justement ce qu'ils ont qualifié de zone de confort. C'est quand on parvient à s'adapter à notre niveau de stress et à notre niveau d'anxiété sans être dépassé et qui nous permet de nous réaliser et de performer au quotidien. Donc il y avait déjà cette notion de performance dans la zone de confort. Quand ils ont qualifié la zone de confort, ils ont aussi expliqué, par contre, qu'à partir du moment où ce niveau de stress et d'anxiété dépassait un certain seuil, alors là, c'était totalement l'effet inverse qui se produisait et nos performances étaient impactées négativement. Et d'ailleurs, tu vas peut-être te retrouver ou ça va peut-être te renvoyer à quelque chose, mais quand on se répète par exemple tous les jours qu'il faut qu'on reprenne le sport et qu'on se met une pression et un stress associés à cette reprise du sport, et d'ailleurs c'est bien d'en parler parce qu'on va passer bientôt en 2023 et il va y avoir toutes les nouvelles résolutions qui vont tomber dans tous les sens. Et parfois ces nouvelles résolutions, même si elles sont faites avec le cœur et qu'on se dit qu'on va y aller avec de l'élan et de l'entrain, en réalité derrière il y a beaucoup de pression qu'on se met pour être performant. Cognitivement, notre cerveau, en fait, si on a un stress interne, c'est-à-dire toutes nos pensées, comme ce petit hamster qui court dans sa roue, tu vois, parce qu'il se répète, parce qu'il a des ruminations mentales dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle des pensées automatiques, des ruminations émotionnelles, des ruminations mentales. Toutes ces fonctions des ruminations fait que on court, et en fait, on n'en voit jamais le bout. C'est vraiment comme le hamster qui court dans sa roue. C'est qu'en fait, il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'objectif, mais on continue de courir, on continue de s'essouffler. Et c'est souvent comme ça, en fait, qu'on ne réalise pas nos fameuses résolutions. Pourquoi ? Parce que on se dit que sortir de sa zone de confort, ça va être compliqué parce qu'on va être face à l'inconfort. Et on se met, avant même d'en sortir, un niveau de stress cognitif, mental, émotionnel, qui est beaucoup trop important. Et ça, c'est toutes tes pensées auxquelles tu vas te résumer. C'est-à-dire que tu vas croire tes pensées, alors que tes pensées ne sont qu'une création de ton cerveau. Tu ne te résumes pas à tes pensées. Et en fait, dans la zone de confort, normalement, on peut atteindre certaines performances quand notre niveau de stress et notre niveau d'anxiété restent juste à un seuil qui n'est pas trop élevé, c'est-à-dire à un seuil qu'on est en capacité de réguler émotionnellement. C'est ce qu'on appelle, on en reparlera dans un prochain épisode, la régulation émotionnelle. Et c'est vraiment important de revenir en fait à ce concept, à cette première définition, cette ancienne définition qui expliquait que dans la zone de confort, il est possible d'être performant à partir du niveau où notre stress, nos peurs, notre anxiété ne dépassent pas un seuil trop élevé. Malheureusement, avec tout le tournant qu'il y a eu autour des années 90 dans le monde du bien-être, du coaching, du développement personnel, du management en entreprise, etc., tout ce tournant énorme qu'il y a eu autour de cette fameuse zone de confort et avec cette injonction qu'il était important d'en sortir, ils ont fait de ce concept un véritable business. C'est-à-dire qu'on a intégré que pour s'épanouir dans la vie, il fallait absolument sortir de cette zone de confort, comme si c'était une performance, une course vers le dépassement de soi, qui serait synonyme de réussite, d'épanouissement. Ton cerveau, il a donc intégré qu'on est perçu comme fort lorsqu'on sort de sa zone de confort et faible quand on y reste. Initialement, ta zone de confort, c'est cette étape psychologique qui correspond, comme je te le disais, à tous les repères mentaux, environnementaux, qui vont te procurer ce qu'on appelle un sentiment de sécurité psychique, une sécurité intérieure. Donc cette zone de confort, elle est aussi importante pour ton équilibre émotionnel et pour ta santé mentale, puisqu'on a besoin de se sentir dans une zone de confort pour aussi pouvoir se reposer cognitivement, mentalement, et ne pas constamment être dans une situation de dépassement de soi et de course à la performance. Notre cerveau, pour être constant et pour pouvoir gérer les charges du quotidien, il a besoin de repos. Et la constance, ce n'est pas de la performance, c'est de la performance à un certain niveau
de stress qui reste acceptable et gérable, des repos et à nouveau un certain niveau de performance avec un stress gérable plus un repos, etc., etc. Ça, c'est une constance qui est psychologiquement saine et réalisable. Quand on confond constance et performance, on ne se repose pas, on ne fait pas de pause et on se violente constamment pour sortir de notre zone de confort, si bien qu'on finit au bout d'un moment par s'épuiser. Ta zone de confort, c'est donc important pour ta santé mentale, comme je te le disais, puisqu'on a tous besoin, en tant qu'humain, d'éprouver un sentiment de sécurité intérieure. Et on a besoin aussi, des fois, de ne pas s'adapter à notre environnement pour pouvoir récupérer de notre fatigue du quotidien. Et le fait qu'on n'ait pas besoin de s'adapter parce qu'on connaît notre environnement, alors normalement, dans cette zone de confort, on est censé ne générer ni stress, ni anxiété, ni émotions désagréables à des seuils qui seraient notamment préjudiciables pour notre santé mentale. Mais ça, malheureusement, et je le remarque chez bon nombre de mes patients, c'est souvent vrai sur le papier ou sur les écrans. Parce qu'il existe un énorme paradoxe avec cette zone de confort. Et ça, c'est le deuxième point que je veux aborder avec toi. Il y a une énorme différence entre ce qui est dit confortable et ce qui est agréable. Avec mes différents accompagnements autour de l'émotion, autour de la régulation émotionnelle, j'ai fréquemment repéré auprès de mes patients que beaucoup se situaient dans une zone de confort, c'est-à-dire qu'ils possèdent leurs repères au quotidien, leur confort matériel, leur confort financier, leur habitude de vie, leurs relations. Et pour autant, dans cette zone de confort, il existe un état et un niveau de stress et d'anxiété vraiment conséquents. Et il y a deux choses qui impactent notre zone de confort. Il y a les éléments extérieurs, ce qu'en psychologie on va appeler agents stressants, facteurs stressants. Donc ça peut être des événements extérieurs qui vont impacter ton état de stress, ton niveau d'anxiété, des événements sur lesquels tu n'as pas forcément le contrôle, des événements au travail, des événements relationnels, etc. Et ça, c'est un stress que tu peux intégrer à l'intérieur de toi. Mais la plupart du temps, le stress et l'anxiété qui existent dans notre zone de confort, il est très souvent généré par un agent stressant interne, c'est-à-dire par nos propres modes de pensée. En gros, nos pensées font que dans notre zone de confort, il y a des choses en réalité qui sont inconfortables. Nos ruminations, nos peurs, nos doutes, nos croyances limitantes, nos automatismes de pensée pas toujours légers. Et tout ça, on l'intègre dans notre zone de confort. Pour quelle raison ? Parce que ce sont des habitudes de pensée. C'est des habitudes de fonctionnement de soi à soi, mais aussi dans nos relations. Et donc notre cerveau intègre ça comme une habitude, comme des automatismes de fonctionnement, de comportement, des habitudes cognitives. Et comme c'est quelque chose qui est habituel, ça fait partie de notre zone de confort, puisque ce sont des repères mentaux, des repères émotionnels avec lesquels on fonctionne tous les jours. Même nos pensées limitantes, même nos émotions désagréables qui reviennent très souvent. En fait, ça fait des repères sur lesquels on s'oriente et on fonctionne tous les jours, comme des panneaux qui font qu'on circule dans notre cerveau. En réalité, parfois, ces panneaux, ils sont inconfortables, alors qu'ils sont censés nous indiquer la voie et la route pour qu'on trouve notre chemin. Dans notre cerveau, en réalité, parfois, ces panneaux-là nous donnent les mauvaises directions et on reste dans notre zone de confort, alors qu'il y a déjà dans cette zone de confort des choses qui sont inconfortables. Et c'est là le paradoxe avec la zone de confort. En gros, sur le plan cognitif, ton cerveau a automatiquement codé sous l'étiquette de confortable toutes les situations liées à ton quotidien, tes routines, tes fonctionnements de vie qui se répètent et qui correspondent à tes habitudes. Que ces habitudes te soient, comme je viens de te le dire, confortables ou non émotionnellement. On va prendre ensemble un exemple qui renvoie à notre façon d'être et aussi d'interagir. Par exemple, et ça concerne beaucoup d'entre nous, le fait d'éprouver un manque de confiance en soi depuis des années, c'est en réalité quelque chose qui nous est inconfortable émotionnellement, qui n'est pas agréable. Il n'y a rien d'agréable dans le fait de ne pas se sentir confiant. Et pourtant, comme notre cerveau a intégré ça comme quelque chose qui faisait partie de nous, que c'est un état qui nous représente et que nous connaissons, et qu'on finit par croire nos pensées que nous n'avons pas confiance en nous, donc on en fait un repère,
quelque chose qui nous définit, une partie de nous-mêmes, et notre cerveau reste dans ce schéma émotionnel, qualifié de confortable, car il fait partie tout simplement de nos habitudes. Et en fait, il y a une énorme différence entre ce qui est confortable psychologiquement et ce qui est agréable psychologiquement. Ce n'est pas parce qu'on reste dans notre zone de confort que c'est agréable. On a tous à l'intérieur de nous, dans cette zone de confort, des choses qui nous titillent et des choses qu'on n'a pas toujours envie de regarder dans un miroir, qu'on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours envie, il faut se le dire, d'être sincère et honnête avec soi-même et de se dire, bah oui, ça c'est un truc à l'intérieur de moi qui me freine au quotidien, qui me gêne et qui me fait souffrir, on n'ose pas se le dire. Donc, comme c'est aussi quelque chose qui se répète au quotidien et qui est un automatisme, on a peur de le remettre en question. Notre cerveau, lui, il n'aime pas trop les détours. Et donc, il risque parfois d'enclencher un mécanisme de résistance psychologique. Parce que si tu proposes 2 routes à ton cerveau, imaginons que tous les jours, tu prennes une route qui aille d'un point A à un point B, et cette route, même si dessus il y a des bosses, cette route, tu la connais bien et tu continues de la prendre, ok ? Ça, c'est ta route automatique que tu empruntes tous les jours. Imaginons que tu ouvres une deuxième voie sur la droite et qu'on propose à ton cerveau d'aller faire un petit tour. Alors, il y aura des déviations, mais peut-être que le chemin, il sera plus agréable et que la destination, elle sera plus sympa. Sauf que comme le chemin, il va être un peu plus long, qui va demander de la patience et qui va demander aussi peut-être des petites remises en question, ton cerveau, il va pas aimer parce qu'il va voir que c'est de la nouveauté et il va mettre un panneau interdit ou un panneau stop devant cette déviation que tu essayes de mettre en place. En gros, il va résister au changement parce qu'il va projeter que cette route, c'est une nouvelle route et qu'il va falloir s'adapter et il n'a pas envie de le faire. Et ton cerveau, en fait, il va identifier ça comme quelque chose d'inconfortable. Le changement fait peur, alors qu'en fait, c'est l'état dans lequel nous sommes depuis parfois plusieurs années qui justement nous génère un sentiment d'inconfort déjà existant. Parce que tous les jours, tu empruntes cette fameuse route pour aller de ton point A à ton point B, malgré les trous et les bosses qu'il y a dessus, au lieu d'emprunter une route qui serait peut-être un peu plus longue, mais qui serait plus sécurisée, plus agréable à emprunter, sans trous et sans bosses. Là, je te donne une image parce que c'est un format audio, ce podcast, et que j'essaye aussi de t'accompagner au mieux. Et ça va fonctionner avec plein d'autres schémas émotionnels existants. Ça va fonctionner avec nos peurs, nos doutes, nos colères du quotidien, nos états qu'on connaît et qu'on nourrit, et desquels on ne veut pas sortir parce que c'est trop confortable. Enfin non, parce que c'est automatique, c'est une réaction automatique. Et on est complètement humain. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue ou alors l'hamster qui continue de courir dans sa roue et qui en sort pas. Faire un pas de côté, ça demande de dire oui, dans ma zone de confort, en réalité, il y a des choses qui sont inconfortables. Et ça, c'est un vrai paradoxe avec ce qu'on appelle la zone de confort. Parce qu'on qualifie de zone de confort une zone psychologique à l'intérieur de nous, dans laquelle on a nos repères, mais dans laquelle il y a, comme tu l'as compris, des repères qui ne sont pas si agréables que ça pour notre santé mentale et pour notre accès au bonheur et à des sentiments de sérénité et de légèreté au quotidien. Il y a un autre point, c'est le 3e point que je vais aborder avec toi, qui pose problème vis-à-vis de cette zone de confort, c'est le qualificatif même de cette zone. La zone de confort, qualifiée de confortable, elle nous invite à y rester. La définition même nous invite inconsciemment à y rester puisqu'on nous répète que c'est confortable. Alors pourquoi en sortir ? Et c'est là que s'installent dans notre cerveau les jolies fausses croyances et parfois bien inconscientes qui vont structurer notre comportement. À force de qualifier cette fameuse zone de confort, nous l'avons rendue trop confortable cognitivement. Donc il est difficile de la quitter ou même de la réaménager. En gros, c'est comme si tu étais installé dans un bon canapé bien moelleux, un jour d'hiver alors qu'il fait froid dehors et que tu n'as pas du tout envie de te lever, même si sur ton canapé, il y a aussi tes doutes, tes peurs qui sont gentiment installés et que tu évites. Et oui, ça existe dans notre zone de confort. Et ce n'est pas grave, ne t'en fais pas et surtout ne culpabilise pas de ça, puisque c'est juste complètement humain. Et la zone de confort, comme c'est aussi quelque chose qui est installé dans ce fameux modèle de la performance, c'est aussi installé dans un modèle de comparaison sociale. C'est qu'on a tendance à se dire que de toute façon, il y a des autres qui réussissent mieux que nous et que ça sert à rien qu'on sorte de notre zone de confort puisqu'on va échouer. En fait, c'est automatique. Comme on pense que la zone de confort est confortable, ce qu'il y a en dehors de la zone de confort, ça indique à notre cerveau automatiquement, comme blanc ou noir, que ça va être inconfortable. Sortir de ma zone de confort va être inconfortable. C'est ce que notre cerveau se dit.
Et donc, du coup, ça, chez des personnes anxieuses, chez des personnes stressées, ça va renvoyer à des peurs d'anticipation, parfois de l'anxiété d'anticipation, le fait de projeter beaucoup de peurs sur ce qui va arriver et de projeter notamment l'échec. L'échec. Et on a peur parfois. L'échec est un facteur très fréquent chez beaucoup de personnes, projeter l'échec, et qui va générer du regret ou qui va aussi générer une forme d'amertume envers soi-même, c'est-à-dire le fait de se blâmer soi-même avant même d'avoir réussi ou d'avoir envisagé de faire quelque chose. On projette, comme c'est inconfortable, puisque c'est ce que notre cerveau nous dit, et c'est ce qu'il a intégré, notre cerveau projette qu'il va échouer et il a peur d'échouer. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome FOMO, le Fear of Missing Out, qui est une anxiété de ratage. L'anxiété de ratage, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé à cause des réseaux sociaux. L'anxiété de ratage, c'est caractérisé par la peur de rater quelque chose de stimulant, de divertissant ou même juste d'important pour nous. C'est qu'on sait que c'est important pour nous, mais on est tellement anxieux à l'idée de ne pas y arriver qu'on va s'installer dans une anxiété de ratage, d'anticipation, de peur de l'échec. Et ça, on va y rester. Et du coup, on va rendre notre zone de confort inconfortable, puisque dans cette zone de confort, on ressent une forme déjà d'anxiété. Donc là, je t'ai donné un exemple avec le syndrome FOMO, cette anxiété de ratage, mais il existe d'autres formes d'anxiété, d'autres formes de stress différents, ou encore certains types d'émotions qui vont nous freiner. Et puis, ça va être la même chose avec des situations extérieures. On peut par exemple prendre le travail. Le fait de, par exemple, ne pas se sentir épanoui ou être particulièrement stressé, voire parfois harcelé ou même épuisé au travail depuis des mois ou même des années, comme c'est un truc qui fait partie de notre quotidien et qu'on a intégré que c'était normal, on décide d'y rester. Et on a souvent 1001 raisons pour ne pas changer. On va résister au changement, alors même que c'est une situation qui est psychologiquement inconfortable pour nous. Notre cerveau nous indique de rester dans ces situations parce que comme elles sont quotidiennes, nous pensons qu'elles sont sécurisantes et confortables, car c'est juste ce qu'on connaît. En fait, c'est nos circuits neuronaux qui ont codé ainsi et que simplement, en fait, on connaît par cœur. Alors que côté cœur, lui, notre cœur et nos émotions nous indiquent le contraire. Elle nous murmure un inconfort. Mais pour ça, il faut apprendre à être sincère avec soi et à écouter cette fameuse petite voix au fond de soi qui frappe à la porte à laquelle on n'ose pas souvent ouvrir. Souvent, à cette petite voix, on lui demande de se taire, mais tel un boomerang, elle va revenir frapper à la porte pour nous demander de sortir de cet espace que nous pensons être sécurisant, mais qui en réalité ne l'est pas. Et il y a insécurité émotionnelle, insécurité avec laquelle on cohabite depuis un moment dans notre zone de confort, parce que c'est habituel et non réellement confortable. Alors, après avoir fait cet étalage d'explications, je voudrais t'aider et je voudrais te donner 3 grands conseils pour que tu puisses essayer de rendre plus confortable ta zone de confort. Évidemment, c'est aussi un travail qui se fait auprès d'un thérapeute et d'un professionnel, d'un psychologue, quand on a besoin de travailler vraiment sur notre anxiété, sur notre stress et sur tout ce qui se trouve dans cette zone de confort et qui en réalité n'est pas toujours très agréable. Avant les 3 conseils, je voudrais te donner un dernier petit éclairage qui va porter plutôt cette fois sur le sentiment de culpabilité. Et ça va être clairement le moment de déculpabiliser. Le fait qu'on reste dans cette zone de confort n'est pas de notre seul ressort. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de personnes en fait résistent à mettre en place des changements qui sont bons pour leur santé, que ce soit leur santé physique ou mentale, aller au sport, manger plus sainement, apprendre à calmer ses ruminations, méditer, etc. C'est qu'on s'en fait toute une montagne, car on se dit que le démarrage, comme je te l'ai dit, va être inconfortable. Comme ton cerveau t'indique que la situation dans laquelle tu te trouves, c'est une zone confortable, alors pourquoi en sortir ? Le problème, c'est que quand on répète à tout va aux personnes que pour réussir, il faut sortir de sa zone de confort, on leur rappelle à l'instant T que la personne, elle est toujours dans sa zone de confort et que comparée à d'autres personnes, elle n'y arrive pas. En fait, la zone de confort nous rappelle qu'on reste parfois dans notre zone de confort. Et ça renvoie, comme je te le disais un peu précédemment, à ce modèle de comparaison sociale où on va être face à cette peur de notre propre échec, un échec supposé, qui n'est pas forcément réel. Et quand on fait ça, en fait, on génère de l'autoculpabilité chez autrui, qui va s'en vouloir de rester comme ça, dans sa situation de confort. Et au lieu de l'aider, en fait, en disant il faut sortir de sa zone de confort,
et avec ce que ça va déclencher comme réflexion à l'intérieur de la personne, en fait, on accentue les problèmes de confiance en soi. Et c'est là où psychologiquement ça pose problème, la notion de zone de confort et le fait on nous indique qu'il faut absolument en sortir. C'est que chez des personnes anxieuses et stressées et qui se sentent un peu bloquées dans des situations, leur dire c'est important que tu sortes de ta zone de confort, ça peut pas forcément toujours avoir un effet agréable. Ça peut avoir même l'effet complètement inverse, où en fait on pointe du doigt leur fragilité parce qu'elles restent et elles sont un peu paralysées dans cette zone de confort. Pourquoi ? Car cette zone de confort, elle est en réalité insécurisante et dans laquelle il existe, comme je te le disais précédemment, des petites choses pas très agréables avec lesquelles on essaie de composer au quotidien. Mais ne t'inquiète pas, c'est complètement humain et ne culpabilise pas. Ce que moi j'essaye de te dire ici, c'est que la culpabilité, si jamais c'est ton cas ou si jamais c'est le cas d'un de tes proches ou d'une amie, si jamais tu ressens de la culpabilité de rester dans cette zone de confort, alors c'est important de t'en détacher et de te rassurer parce qu'en fait, on est nombreux dans ce cas-là. Cette culpabilité, le problème qu'elle va avoir, si tu la ressens, de rester dans cette zone de confort et de te dire j'y arriverai jamais, je pourrai jamais sortir de ma zone de confort, je me mettrai jamais à faire ce projet, je me mettrai jamais à rencontrer de nouvelles personnes, je me mettrai jamais à faire cette activité, etc. Croyances limitantes et freinantes. Tu vas te rajouter cette culpabilité et ça va s'ajouter directement à l'inconfort émotionnel qui est déjà présent. Émotions désagréables, peur, crainte, colère, tous les inconforts qui composent nos routines émotionnelles cachées dans la zone de confort, tu l'auras compris. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser avec ça, mais c'est important que tu comprennes que l'autoculpabilité ressentie dans le fait de rester dans notre zone de confort ne fait que renforcer les émotions négatives déjà présentes et ça va déclencher un mécanisme de résistance émotionnelle, comme je te le disais tout à l'heure. Les peurs vont s'activer encore plus, je vais culpabiliser d'avoir peur, culpabiliser de ne pas y arriver, culpabiliser de me freiner, culpabiliser de tout ce que tu veux. Alors moi je voudrais, pour pouvoir t'aider, comme je te le disais tout à l'heure, te proposer 3 conseils pour un peu changer de mode d'emploi avec notre rapport à cette zone de confort. La première, c'est de changer de rapport avec soi dans cette propre zone de confort. Cet épisode t'a aidé et c'est déjà un premier pas. C'est qu'on a appris à déconstruire cette fausse croyance qui nous habite, c'est-à-dire d'arrêter de croire que c'est inconfortable de sortir de sa zone de confort, puisqu'y rester peut tout aussi l'être. Donc psychologiquement, la solution pour vraiment réussir à sortir de sa zone de confort, en réalité, c'est de réussir à rendre réellement confortable ce qui s'y trouve. Nos schémas de pensée et émotions automatiques, nos ruminations, notre manque de confiance. En gros, là, je te propose de sortir le drapeau blanc avec toi, de faire la paix avec toi. Au lieu de te culpabiliser peut-être, demande-toi, est-ce que je peux faire la paix avec moi-même ? Sors ce drapeau blanc à l'intérieur de toi et agite-le. Comment tu peux faire ça ? En arrêtant progressivement, avec de la patience, de nourrir un rapport de combat avec toi. Autocritique, dévalorisation, complexe d'infériorité, de supériorité, complexe vis-à-vis d'une version de toi-même précédente que tu trouvais peut-être meilleure, complexe avec une version que tu t'imagines de toi-même être meilleure dans les années à venir, etc. Tout ça, parfois, dans notre représentation mentale et dans nos pensées du quotidien, ça peut installer un rapport de combat. On se combat soi-même. Moi, je te propose plutôt, pour réussir à rendre plus douce et plus confortable cette zone de confort, d'installer ici, plus tranquillement, un rapport de partenariat avec toi. Auto-soutien, encouragement, auto-reconnaissance, tout ce que tu te dois. Et là, tu peux évoluer et installer le changement en toi de manière sécurisée et plus confortable. Car il est important de garder à l'esprit que le combat va entraîner un mécanisme de résistance et de souffrance en soi, alors que le partenariat va apporter plus de légèreté et de sérénité. Et ça, ce sont des états émotionnels qui sont bénéfiques pour ta santé mentale. Et le partenariat, ça procure aussi sur le long terme, quand c'est pratiqué, un sentiment de confiance en soi et de sécurité émotionnelle. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande du temps puisqu'il faut nommer, il faut accueillir. Et ça, c'est le deuxième conseil que je vais te donner. Mais c'est important aussi parfois de se faire accompagner quand on n'y arrive pas tout seul. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est effectivement maintenant d'identifier et de nommer les inconforts afin de les reconnaître. Parce qu'on a tous en nous des inconforts. L'important, c'est d'apprendre à les identifier et les nommer. Pourquoi ? Parce que comme ils se trouvent déjà dans ta zone de confort, c'est important que tu engages ici un travail de reconnaissance.
parce qu'on ne peut pas rendre confortable ce que l'on ne reconnaît pas. De même, ça demande, comme je t'ai dit, un peu de temps et de patience, et parfois de l'accompagnement. Le fait de nommer, d'identifier, ça va te permettre de reconnaître, d'être sincère avec toi-même, de reconnaître ces fameux inconforts intérieurs, de faire connaissance avec eux, au lieu de les éviter alors qu'ils se présentent tous les jours, pour que tu puisses les apaiser et surtout leur demander de quoi ils ont besoin pour aller bien. Parce que les émotions qu'on ressent, elles ne font que nous dire en fait nos besoins. Et elles répondent aussi à des insatisfactions. Et elles sont là pour nous rappeler de quoi on a besoin. Et le fait de les reconnaître et de les autoriser à être nommés, ça permet, dans un premier temps, de faire connaissance avec eux pour que tu puisses faire, dans un second temps, un peu plus la paix avec eux. Et tu vas aussi pouvoir communiquer avec eux, puisque comme tu connais un peu leur prénom, maintenant tu peux faire connaissance avec eux, donc tu peux aller plus loin dans la discussion et donc trouver des solutions. Alors que quand on n'a pas d'informations, c'est difficile de trouver des solutions et du coup on reste plutôt sur des émotions problèmes. Il est possible avec nos émotions, quand on apprend à les nommer, à les reconnaître, à en faire des solutions, ou en tout cas à mettre en face des solutions pour aller mieux et pour aller bien. Le fait de nommer, comme je te le disais, c'est une étape qui est vraiment importante. C'est évident que c'est difficile d'améliorer et d'apaiser ce qu'on évite et ce qu'on ne reconnaît pas. Et ça, c'est d'ailleurs le 3e conseil que je vais te donner et qui est vraiment crucial pour ta santé mentale. Et évidemment, ça demande du temps, ça demande de la patience avec soi, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il n'y a pas de méthode magique. Par contre, il y a effectivement des processus thérapeutiques et des méthodes aujourd'hui qui existent pour accueillir, approfondir les émotions et les apaiser et surtout s'en libérer. Ce 3e conseil, c'est en gros de t'autoriser à t'accueillir pour te soutenir. C'est important d'installer une posture d'accueil parce que très souvent, alors même qu'on va avoir nommé et on va avoir tendance à identifier et dire ah c'est bon, comme j'ai identifié que j'étais quelqu'un en colère, bah maintenant je l'ai identifié donc bah c'est bon, je peux passer à autre chose. Bah non en fait, puisque maintenant il faut l'accueillir. Et l'accueillir ça demande aussi une forme de vulnérabilité avec soi-même. Parce que on a tendance à vouloir éviter car on prend conscience de l'inconfort. Et même si on l'a nommé, des fois on va quand même avoir un mécanisme d'évitement qui va se mettre en place. Ça peut arriver, pas tout le temps, hein, mais le mécanisme d'évitement, il va installer du malaise et de l'inconfort à l'intérieur de soi. Exactement comme quand tu évites une personne que tu n'apprécies pas. Imagine, tu croises une personne dans un supermarché que tu n'apprécies pas, que tu connais, hein, mais tu n'as pas envie de la voir parce que elle te met mal à l'aise et que vous ne vous entendez pas très bien. C'est la même chose avec tes pensées, tes émotions inconfortables et tes ruminations de tous les jours. Et bien cette personne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être changer de rayon dans le supermarché. Et l'évitement, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un mouvement de recul, c'est un mouvement de mise à distance, qui en réalité ne fait que nous insécuriser psychologiquement. Et ça finit par revenir comme un boomerang. Pour se rapprocher de soi, vraiment, l'important, c'est d'engager un mouvement qui consiste à aller vers soi, et pas à s'éviter et pas à reculer. Pour se considérer et se sécuriser, c'est important d'aller vers soi. Parce que quand on recule, quand on s'évite, on va continuer de nourrir la fameuse résistance psychologique et on va s'insécuriser davantage. Donc, il faut apprendre à notre cerveau à accueillir les inconforts. Alors comment faire? Pour accueillir au lieu de repousser et refouler, on va se proposer à soi-même une posture d'ouverture à soi. Avec totale sincérité, on va installer une relation amicale à soi. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'autocompassion. On va accueillir chaleureusement ses pensées et ses émotions. Et c'est justement leur dire de s'installer dans ton canapé dont on a parlé tout à l'heure pour discuter avec toi, ouvrir la conversation pour rendre un peu plus doux ce qui est tabou en toi. Quand tu fais ça, tu renforces ce que tu appelles la sécurité émotionnelle. C'est une fondation essentielle pour ta santé mentale parce que tu es en capacité de dialoguer avec les parties de toi sur lesquelles tu as envie de travailler et que tu souhaites rendre plus douces. Et ça, c'est vraiment important. C'est exactement la même attitude en fait quand on rassure un enfant qui a peur. Par exemple, aussi quand on réconforte et qu'on soutient un ami qui ne va pas très bien. C'est pareil. Là, ici, tu ne l'évites pas. Au contraire, tu l'accueilles. C'est pareil avec soi. S'accueillir soi, c'est s'apporter du soutien psychologique, du soin, de la considération. C'est s'apporter du réconfort. Et là, réellement, on est outillé pour rendre vraiment confortable cette zone de confort. Là, on a les clés pour en sortir en toute sécurité. Ou en tout cas y rester puisqu'elle est devenue agréable et pas seulement
confortable. C'est là la clé du changement et d'une transformation, on va dire intérieure, de mécanismes de transformation psychologique durable et surtout qui nous libère et qui nous fasse du bien. Je t'ai donné beaucoup d'informations dans cet épisode, n'hésite pas à réécouter ces 3 conseils et surtout à rester patient et à adopter une posture de non-jugement avec toi vis-à-vis de tout ce que tu as entendu ici. Pour terminer cet épisode, je voudrais te proposer de simplement tendre l'oreille vers ta petite voix, qui au quotidien vaut de l'or. Elle te demande un peu de renfort en fait au quotidien pour travailler sur tes petits inconforts. En fait, ce lien de toi à toi, c'est la véritable clé pour plus de bien-être émotionnel, pour plus de sérénité à l'intérieur et de bonheur. Dans cet épisode, même si on a parlé de choses qui peuvent être un peu inconfortables, je te propose d'écouter cette petite voix en toi et de l'écouter avec tendresse et surtout sans stress. Si jamais tu souhaites aller plus loin, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode stable, qui est une méthode introspective et régulatrice qui porte sur l'équilibre émotionnel en 5 grandes parties. C'est un programme qui se compose d'une 40aine de vidéos, audio et outils. Et dans cet accompagnement, tu trouveras des techniques de régulation, des exercices de visualisation, mais aussi des relaxations et des méditations, pour te permettre dans ce programme à la fois de mieux te comprendre et en même temps de te détendre. Dans ce programme, je transforme mes connaissances scientifiques en outils agréables, accessibles et relaxants. Ce programme permet de renouer avec soi, d'apprendre à se sécuriser intérieurement, à mieux s'ancrer en soi psychologiquement pour pouvoir s'apaiser durablement. Le lien est dans le descriptif si tu le souhaites plus d'informations. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite. Si l'aventure te dit, retrouve-moi donc sur Instagram sous le nom de Dr Sophie et abonne-toi, il y a toujours une petite phrase sympa sous mes posts pour toi. Et pour plus d'accompagnement et d'infos, rendez-vous sur mon site internet et ma chaîne YouTube. Les liens se trouvent dans la description de ce podcast.